Il n'y a pas de terre, il n'y a pas de vie. Alors essayons de comprendre comment on passe de la nature. Alors là, je passe très rapidement. François Boucher vous en parlera beaucoup mieux. D'abord, vous voyez bien que cette lumière, elle va être déviée par de la matière que l'on voit, mais aussi la matière noire. Et donc, selon qu'on est dévié ou non, vous avez des petites variations qu'on voit très légèrement ici. Et ces petites variations vous donnent une distribution des matières noires dans l'univers, si on croit à cette première approche. Et donc, c'est des choses qui sont en train d'être dépouillées, qui seront ensuite précisées l'année prochaine, l'année suivante. Là, il y a un petit graphique un peu plus difficile à comprendre, mais que je vous montre, simplement pour montrer comment la science avance. Si on regarde cette carte-là, je vais décider de voir tous les points qui sont distants de 1 degré, ou qui sont distants d'un demi-degré, ou qui sont distants de 3 degrés. Donc je prends un point ici, et je vais regarder tout ce qui est à 1 degré d'écart, tout ce qui est à 3 degrés, etc. Et je vais représenter, comment dirais-je, en abscisse des degrés, c'est-à-dire 90 degrés, 1 degré, 0,2 degrés, 0,1, 0,07, et en ordonnée une différence de température marquée d'une certaine manière. Et je regarde comment se répartissent les écarts, je fais la moyenne, je regarde comment ça se répartit. Alors, je rentre pas dans les détails, simplement retenez une seule chose, c'est que vous avez d'une part une courbe de couleur verte qui correspond à un modèle, qui s'appelle le modèle standard de compréhension de l'univers. C'est un modèle théorique qui décrit tout ça. Et vous avez des points de couleur rouge qui représentent les mesures. Et vous voyez que ce satellite Planck, il fait des mesures correspondant exactement au modèle. Et nous espérions par Planck avoir une très bonne précision sur tous les angles tout petits. Bon, là, effectivement, ça correspond parfaitement au modèle. Et puis, aux surprises, du côté des grands angles, du côté des 90 degrés, 50 degrés et autres, la théorie est ici en vert, et l'observation est ici en rouge. Observation et théorie ne collent pas. Donc là, il y a un écart. Alors, je ne vais pas rentrer en détail, François Boucher vous en parlera beaucoup plus, c'est pas le sujet de ma conférence, ça vous indiquer que là, on a un petit désaccord. Alors, d'où est-ce que ça vient? Est-ce que c'est une erreur de calcul? Est-ce que c'est un traitement qui a été fait trop vite? Ou bien, est-ce que c'est la découverte de demain? C'est comme ça que la science avance, tout colle, tout va bien, il y a un petit truc qui va pas. Fin 19e siècle, Newton expliquait tout. Le Verrier, il prédit la présence d'une planète au bon endroit par les perturbations d'Uranus. Là, on dit, ah, ça y est, on a tout compris. L'électricité va nous faire un monde heureux, de bonheur. La gravitation est complètement comprise. La physique est terminée. Beaucoup de physiciens ont cru, en fin 19e siècle, que la physique avait terminé sa tâche. Et juste derrière, la théorie générale et mécanique quantique. Eh bien, c'était tout ça, le seul écart. C'est le demi-grand axe de Mercure, la planète Mercure, il avançait très légèrement au cours du siècle. Et ça, c'est la relativité. Quand il y a un petit écart à la théorie, ou c'est rien, ou c'est quelque chose d'important. Et là, qu'est-ce que c'est? On n'en sait rien, ça vient tout juste d'être annoncé, beaucoup de gens travaillent dessus. Peut-être qu'ils vont vous dire dans 6 mois, ça y est, on a tout compris. Peut-être qu'ils ne l'auront pas. Et quand vous regardez à grande échelle, vous voyez une certaine dissymétrie dans cette carte. C'est ça qu'on va étudier. Alors, répartition matière noire, énergie noire, avant, après Planck, on l'a corrigé. Et vous comprenez que finalement, la grande question aujourd'hui, c'est comment je passe de ce rayonnement primitif à l'éponge aujourd'hui. C'est pareil que Cosmologie, on prend ça coucher, vous parle. Alors, il y a tout un détail, je n'ai pas le temps de commenter, c'est trop long. On vous raconte l'histoire de l'univers, et je peux vous montrer quelque chose que j'ai montré 50 fois à certains d'entre vous. Si je vous racontais l'histoire de l'univers dans un calendrier imaginaire, où nous soyons aujourd'hui le 31 décembre, et qui est commencé le 1er janvier, eh bien, le 1er janvier, on fait la fête, le grand boom, le Big Bang, etc., on s'amuse bien. Le 1er avril, c'est belle plaisanterie, on forme la Voie lactée. Le 9 mois après on fait la fête, il y a un petit bébé qui naît, c'est le système solaire. Attention, pas de relation de cause à effet entre les deux. Hein. Et puis, le 14 septembre, on forme la Terre, le 25 septembre, la vie apparaît, le 2 octobre, les roches les plus vieilles, le 9 octobre, les fossiles les plus anciens, le 1er novembre, une invention qui a un gros succès commercial, en invente le sexe, le 12 novembre, les fossiles des plantes, le 15 novembre, les cellules des noyaux, et au mois de décembre, on est débordé comme d'habitude, vous ne pourrez pas le lire au fond de la salle, mais ça me sert de transmettre, on l'a fait un peu trop vite, c'est de l'oxygène à l'atmosphère terrestre, le volcanisme sur Mars le 5, et le 16 décembre, c'est les vers, le 17 les invertébrés, le 18 le plancton, le 19 les poissons, le 20 les plantes, le 21 les insectes, le 22 les amphibies, le 23 les reptiles, le 24 les dinosaures, le 25 décembre il ne se passe rien, c'est bien connu, le 26 décembre les premiers mammifères, le 27 les premiers oiseaux, le 28 les dinosaures, et regardez les dinosaures, ils ont régné 4 jours. C'est considérable, 4 jours les dinosaures dans ce calendrier. Le 29 les cétacés, le 30 les grands mammifères, et le 31 décembre à 22h30, apparaît ce produit parfait, l'homme. Donc vous voyez, dans l'histoire de l'univers, on n'est pas grand-chose. Regardez le nombril énorme qu'avaient nos ancêtres, pensant qu'on est au centre de l'univers, que l'homme était au centre de tout ça, vous pensez, 22h30 on apparaît. Alors à 23h46 on domestique le feu, à 23h59 on peint dans les grottes, Cosquer, Chauvet, etc.
On invente l'agriculture parce qu'on a un peu faim à 23h58 secondes. À 23h58 30 secondes, les dynasties Sumer, l'Égypte, on développe l'astronomie. À 23h58 51 secondes, l'alphabet. À 23h58 54 secondes, le fer assyrien, l'empire assyrien et Carthage. À 23h58 50 secondes, les Romains, Archimède et Ptolémée. À 23h58 58 secondes, les Mayas, Byzance, les Mongols, les croisades. Et à 23h58 59 secondes, la Renaissance en Europe. Et donc, espérons, à l'époque, je vous ai montré qu'à minuit, ça ne sera pas ça. Hein. Donc, en mémoire de l'homme, hein, qui a une fois dominé la Terre, il a détruit par ses poissons, ses déchets, etc. Enfin, ça, c'est triste, passons rapidement. Donc, vous voyez, dans l'histoire de l'univers, l'homme, c'est pas grand-chose. J'ai souvent tendance à dire que la vie, c'est un épiphénomène, je moque l'univers. Certains me disent, André, comment tu peux dire ça? Il y a d'un à moitié fou qui pense que la vie, en fait, la discussion sur entropie, si on l'écrit à NTH ou NTRO, on me dit, comment tu peux réduire ça? Eh bien, c'est le contraire. Si la vie est un épiphénomène, je suis émerveillé par le fait que l'homme, avec un cerveau aussi primitif, ait compris autant de choses en aussi peu de temps. Ça, c'est merveilleux, je trouve, au contraire. Mais nous n'avons pas d'illusion, nous ne sommes pas grand-chose dans cet univers. Et bon, il reste encore beaucoup à trouver. Alors, venons-en au système solaire. Comment s'est-il formé? Alors, comment il s'est formé? J'ai raconté ça de la manière dont c'est pris dans le bouquin du Soleil. Je vais me contenter ici de vous résumer en 10 secondes ce qu'on a trouvé. À nouveau, je fais quelque chose déjà se dit à certains d'entre vous, tant pis pour les redoublants si vous ennuyez, mais nous astronomes, nous avons enfin défini ce qu'était une planète, ce qu'on n'avait jamais fait depuis des millénaires. Vous connaissez l'histoire. Alors d'abord, le système solaire. Contrairement à ce qu'on disait au XIXe siècle, la Terre n'est pas un astre isolé dans l'espace, se déplaçant dans le vide. Pas du tout. L'ensemble des objets du système solaire interagit. Vous avez dans le système solaire 8 planètes. J'ai envie de dire qu'il y a 4 vraies planètes, qui sont Jupiter, Uranus, Saturne, Uranus et Neptune. J'appelle vraie planète un objet qui est fait d'hydrogène et d'hélium, un objet qui a un cortège de satellites, un objet qui a des anneaux. Et puis il y a 4 débris. Alors nous on habite le 3e débris en partant de la gauche, là, Terre. C'est des planètes qui n'ont ni anneaux, ni hydrogène, ni hélium, ni cortège de satellites. Enfin, on aime bien puisqu'on habite le 3e là. Hein. Et puis vous avez plein de petits corps, des astéroïdes, des comètes, de la poussière. Ça s'appelle un plasma, c'est-à-dire sans arrêt, vous êtes il y a des ions, des électrons et tout. Le Soleil qui est au centre, eh bien, il bombarde tout ça avec des rayons cosmiques qui nous bombardent sans arrêt. Le champ magnétique de la Terre et des planètes crée un bouclier, une onde de choc qui nous protège de ce bombardement de rayons cosmiques. Et les interactions sont permanentes. C'est-à-dire que vous avez d'une part des rayons cosmiques qui vous bombardent, d'autre part des interactions gravitationnelles qui font que Jupiter et Saturne, par exemple, vont changer l'axe de rotation, la direction de l'axe de rotation de la Terre, qui va basculer, et si vous faites basculer, ça change le climat. Alors, heureusement qu'il y a la Lune, qui nous stabilise un petit peu, et ça change aussi le climat. Le bombardement, évidemment, est incessant, par des météorites et autres, et donc, c'est un tout. La Terre n'est pas isolée, la Terre dépend de l'influence des autres corps, pas comme le voient les couillons qui racontent des horoscopes, évidemment. Hein. Et donc, en gros, ce système solaire, c'est un tout complet. Comment on a formé tout ça? D'abord, comment on appelle une corrélation d'une planète? Alors, vous savez que les Français avaient trouvé que Neptune au XIXe siècle, les Anglais avaient trouvé Uranus au XVIIIe siècle, et les Américains ont annoncé la découverte d'une planète, Pluton, en 1930. Quand Pluton a été annoncé, il était annoncé comme ayant 5 fois la masse de la Terre, ce qui est faux, complètement faux, puisque Pluton est un tout petit objet en fait. Donc dans les livres des années 30, on vous dit qu'il y a 9 planètes. Par la suite, quand moi j'étais petit à l'école, on me disait qu'il y a 9 planètes. Quand j'ai enseigné pendant 40 ans, je disais aux étudiants, non, Pluton c'est un gros astéroïde, c'est pas une planète. Donc je disais qu'il y en avait 8. D'autres collègues disaient qu'il y en avait 9. Ça ne dérangeait personne. Et puis, comment dirais-je, il n'y a pas si longtemps, en 2003, maintenant 10 ans, l'un de nos collègues qui s'appelle Brown a trouvé une planète, enfin un objet supplémentaire, qui était plus gros que Pluton. Et il dit, cet objet, si Pluton est une planète, je revendique d'avoir découvert une planète. Si Pluton n'est pas une planète, je ne revendique rien. C'est correct. Donc, les journalistes, les profs de lycée, les éditeurs scolaires, le public en général, les internationalistes, il y a quand une planète. Alors moi je disais 8, d'autres disaient 9, d'autres disaient 10, c'était pas très clair. J'ai fait partie pendant 30 ans de ma vie d'un comité de nomenclature qui donnait des noms au système solaire, et on avait un jour, un ordre du jour très chargé, une réunion au fond de la Norvège, et pendant 2 jours on a parlé que de ça. Nous étions 10 membres du comité, au bout de 2 jours de discussion, on a voté. Et bien 3 d'entre nous, dont moi, ont voté qu'il y en avait 8, 3 ont voté qu'il y en avait 9, et 3 ont voté qu'il y en avait 10, et 1 s'est abstenu. Explication claire. Hein, donc on n'a pas l'air idiot. Ces astronomes, ils prétendent des objets dont ils ne sont pas capables de définir ce que c'est. Alors, d'ailleurs, on a appelé l'objet nouveau Eris du nom de la déesse grecque de la discorde. Un nom bien choisi, en l'occurrence. Alors,
Voilà, alors ce comité d'Angleterre, on s'amusait bien, d'ailleurs, j'ai déjà raconté 50 fois, on a donné des noms sur Vénus, on a donné 4000 noms sur Vénus, des noms de femmes. Pour avoir son nom sur Vénus, il faut être une femme, être morte depuis 3 ans, il a fait quelque chose dans sa vie. Alors, je me souviens d'un jour où on me donne une coréenne, puis c'est qui cette dame? Oh, mais c'est une héroïne coréenne du XIIe siècle. Ah bon, donc elle a son cratère sur Vénus. Puis on me donne une française, je dis c'est qui cette dame? C'était la Goulue, vous savez, la fameuse prostituée de Montmartre. Alors, on me dit c'est qui? Ah ben je dis c'était le modèle de Toulouse-Lautrec. Ah ben, bravo, elle a son cratère donc sur Vénus. Le nom d'une autre française, alors c'est qui? Alors, je reste, c'est la Pompadour. Ah, la Pompadour, une femme extraordinaire, qui a développé les sciences et les arts. Ah non, les Américains n'en voulaient pas. Sous prétexte que c'était la maîtresse du roi. Scandaleux. Je dis, c'est pas la maîtresse du roi, c'est le roi qui était son amant, ce qui n'a rien à voir. Donc, discussion, on met la Pompadour en liste d'attente. Ça m'a énervé. Hein. Et puis on demande une américaine, je dis, c'est qui? Ah, c'est poète américain, 1910, très beau poème, ah bon. Et elle était ambassadeur des États-Unis au Venezuela. Ah, j'ai pas question. Ambassadeur, c'est le pouvoir politique, on a dit